Bismillah, wa salatu wa salam ala rasulillah. On avait vu dans le précédent épisode comment les chouyoukhs avaient divergé sur la question de la guerre du Golfe et la volonté de la famille des Saouds de faire intervenir l'armée américaine et comment avaient apparu deux grands groupes et deux avis différents parmi les savants. Et aujourd'hui, on va se pencher sur les arguments de chacun et finalement la relation de tout ceci avec Salafiyya al-Matraliyya. Alors nous avions dit que le premier groupe était celui qui était en faveur de l'intervention américaine et parmi eux, on avait cité le conseil des grands savants saoudiens et à sa tête le mufti Cheikh Ibn Baz rahimahullah, ainsi qu'Ibn Uthaymin et d'autres. Et voici leurs arguments. Alors, premièrement, il y a l'avis de beaucoup de fuqaha, de savants à travers les temps, qui permet de demander l'aide d'un non-musulman contre un autre non-musulman. Donc pour eux, c'est licite et ils mettent en avant plusieurs dalils, donc des preuves du Coran et de la Sunna, et notamment certains hadiths où le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait réclamé l'aide d'un non-musulman contre un ou plusieurs autres non-musulmans, notamment à la bataille de Khaybar et à la bataille de Hunayn. Et les hadiths sont authentiques et ces savants l'ont permis, mais en y mettant plusieurs conditions, et notamment le plus important qui nous intéresse aujourd'hui, qui est le fait de ne pas subir une tromperie, une trahison ou de subir une quelconque lésion, un tort, un darar de la part de ces non-musulmans qui viennent en aide. Et je souligne cette condition puisqu'elle sera au cœur de l'événement de la guerre du Golfe et de ce qui va suivre. Donc ces chouyoukhs ici présents ont penché vers cet avis et ils ont donc toléré cette intervention américaine. Et parmi leurs arguments encore, ils ont utilisé la balance dans le fiqh, à savoir de peser entre al-maslaha ou al-mafsada. Al-maslaha qui est l'intérêt, c'est-à-dire ici l'intérêt général et l'intérêt public, et en contrepartie, al-mafsada qui est le mal ou bien le tort ou le méfait, et ici c'est donc le tort public. Donc selon eux, il y avait bien plus de bien à récolter dans l'intervention américaine que de mal, bien qu'ils savaient que le mal existait tout de même. Et préserver ainsi l'entité saoudienne ainsi que Mecca ou Al-Madina d'un mal plus grand que représentait l'invasion de Saddam Hussein au Koweït et potentiellement en Arabie Saoudite. Ce mal était pour eux plus grand et plus conséquent et donc il fallait absolument le repousser. Et ce qu'il faut savoir, c'est que dans la construction de la fatwa, ils ont pris en considération le fait que l'armée américaine allait venir les sauver juste pour une mission et qu'ils allaient vite repartir de l'Arabie Saoudite et remballer leur base militaire comme s'ils n'étaient jamais venus et qui ne devaient être que provisoires comme le disaient les versions officielles de l'Arabie Saoudite et des États-Unis. Ils ont donc cru aux versions officielles qu'on leur a données et ils ont penché vers cet avis juridique sans aller chercher beaucoup plus loin. Le deuxième groupe, lui, était totalement contre cette intervention américaine et parmi eux, il y avait Sheikh al-Albani, Safar al-Hawali, Salman al-Ouda, Awad al-Qarni et d'autres. Et parmi leurs arguments, il y avait premièrement, le fait que demander l'aide d'un non-musulman est toujours interdit par principe. Et c'était la grande position de Sheikh al-Albani que je vous mets en lien ici-bas et qui puise cet avis du hadith rapporté par Muslim et Ahmed où le prophète dit à un non-musulman lors de la bataille de Badr, donc ce non-musulman voulait aider le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam et le prophète lui a dit « Repars, je ne demanderai pas l'aide d'un polythéiste ». Donc cet avis existe aussi chez une partie des fuqaha et parmi les preuves, il se base aussi sur le verset 118 de la sourate Ali Imran, la famille de Imran. Ensuite, dans un deuxième temps, les chouyoukhs ici présents avaient cherché à creuser un peu plus loin, un peu plus en profondeur, étant donné qu'une fatwa, ça prend en considération parfois énormément de paramètres et parmi elles, le contexte dans une vision globale, ce que Cheikh Nasr al-Umar a nommé Fiqh al-Waqi' et il a d'ailleurs écrit un livre dessus qui est traduit en langue française. Et en fait, ces chouyoukhs ont vraiment senti venir le piège américain qui venait soi-disant donner un coup de main, mais n'étant pas dupes, ces chouyoukhs connaissaient aussi les coulisses du pouvoir et connaissaient l'histoire des Américains dans le monde qui partout où s'installent sèment le désordre et le chaos et ne cherchent que leurs propres intérêts. Donc ils ont vu d'un mauvais œil ce projet et ces bases militaires qui allaient s'installer à 2 pas des lieux saints et des puits du pétrole du pays le plus grand exportateur mondial. Et petit à petit, ils ont considéré ceci comme un véritable cadeau empoisonné pour avoir une main mise sur l'Arabie Saoudite. Et le Cheikh Salman al-Ouda, qu'Allah le libère, il est actuellement en prison, avait dit sa phrase très connue « Ils sont venus pour rester ». Quant à Sheikh al-Albani, lui critique désormais ouvertement la politique saoudienne et utilise carrément le terme
colonisation, comme vous pouvez entendre dans la vidéo en lien ci-dessous, ce qui impliquerait beaucoup de choses. Et ici, le cheikh parlait devant tout le monde et en public, et il n'est jamais revenu sur sa position pour pas que les matralis essayent encore d'esquiver le sujet et de mentir sur les chouyours en disant qu'il ne faut pas critiquer le gouverneur en public et que c'est soi-disant la voix des khawarij. Et là, ça devient très intéressant puisque le cheikh Al-Albani, rahimahullah, devient très contestataire et comme vous pouvez entendre dans les vidéos, il s'oppose même très violemment à la fatwa de Cheikh Ibn Baz et d'Ibn al-Uthaymin et doute même de la véracité de ces fatwas. Il demande à plusieurs reprises à ses étudiants et ceux qui sont présents si Ibn Baz a fini par changer d'avis ou est-ce qu'on ne lui a pas exercé une pression politique d'une manière ou d'une autre ou si on l'a forcé carrément à émettre cette fatwa. Tellement c'était pour lui inconcevable. Et ça nous prouve d'ailleurs que ce genre de méthode existe et que les tyrans ont toujours cherché à extirper des fatwas qui les arrangent et tant pis si elles sont fausses ou égarées et ça a toujours été le cas de partout et pas qu'en Arabie Saoudite. Donc voilà les arguments du deuxième groupe qui étaient complètement contre cette alliance et cette intervention américaine dans la région. Et finalement, pour revenir à la guerre du Golfe, ce qui s'est passé, c'est que les États-Unis se sont installés en Arabie Saoudite, ils ont chassé l'armée irakienne du Koweït, suivi d'un embargo économique qui a asphyxié l'Irak pendant 13 ans et d'une pierre deux coups, les États-Unis ont réalisé un rêve qu'ils n'auraient jamais pu imaginer, qui était de pouvoir s'installer militairement à quelques pas de Mecca ou al-Madina et qui dit base militaire dit forcément avoir le pays sous contrôle. Et ils ne sont toujours pas partis et on en est encore là 30 ans plus tard. Maintenant, on va se permettre une petite analyse sur la question, surtout qu'on a désormais le prestige d'avoir le recul historique nécessaire qui nous permet d'y voir un peu plus clair. Et dans l'observatoire, on ne discutera pas des dalils ni des avis juridiques qu'on a cités, qui sont tous respectables, mais on va se permettre d'analyser une partie des autres arguments qui concernent plutôt le contexte, l'histoire et la conclusion qu'on peut en tirer. Premièrement, on constate que les Américains sont venus et ne sont jamais repartis et ça fait 32 ans qu'ils sont là. Et évidemment, ils n'ont aucune volonté de repartir. Et à ce niveau, on peut prétendre que la vision du deuxième groupe était bien plus perçante. Et aujourd'hui, l'Arabie Saoudite est clairement colonisée, comme a dit le Cheikh Al-Albani, et il s'agit d'une colonisation militaire qui a facilité et permis ensuite la colonisation politique, économique et culturelle du pays, puisque depuis l'époque, on constate que les États-Unis ont dicté énormément de lois et de règles de conduite à l'Arabie Saoudite, notamment de changer les manuels scolaires et enlever certaines matières qui font partie de la aqidah, le dogme, imposer le capitalisme comme modèle économique et notamment américaniser les lieux saints de Mecca ou al-Madina, ou encore de s'ingérer directement dans toutes les grandes décisions étatiques et soumettre leur volonté, notamment dans le choix des futurs princes et rois du pays. Deuxièmement, pendant la guerre du Golfe, on a vu que les Américains ne se sont pas arrêtés au simple fait de chasser les Irakiens du Koweït, mais ils sont allés plus loin. Ils ont bombardé l'Irak, massacré une population à majorité musulmane et ont fini par mettre le pays sous embargo économique et martyriser la population qui vivait dans des souffrances inouïes et que même les ONG internationales avaient farouchement dénoncé. Et tout ceci, en vérité, aucune fatwa ne l'aurait jamais permise si on avait pris en considération tous ces éléments et c'est ce qui a échappé aux chouyours du premier groupe quand ils avaient autorisé l'aide des Américains. Et là, on peut vraiment prétendre dans le respect le plus total que ces chouyours n'avaient pas mesuré et réalisé l'ampleur de la question et que l'avis des opposants était bien plus solide et plus légitime. Donc voilà ce qui concerne la guerre d'Irak avec un peu de recul et d'observation. Et pour revenir au matralisme, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que ces divergences-là, entre les chouyours étaient plus ou moins enveloppés avec du respect et de la fraternité. Et c'est ce qui prédominait entre ces deux groupes où la divergence était intellectuelle et malgré le fait qu'ils ne soient pas du tout d'accord sur la question, le respect était tout de même présent entre les individus qui se connaissaient très bien et qui se côtoyaient même dans la vie privée et qui parfois, certains étaient les élèves des autres, notamment Safar al-Hawali qui était l'élève d'Ibn al-Uthaymin et un de ses préférés, bien qu'ils soient en désaccord sur la question. Ou encore Ibn Baz qui était le professeur de Salman al-Ouda, entre autres, et se connaissait très bien, donc le respect et la fraternité étaient omniprésents. Sauf que là, en parallèle à tout ceci,
un troisième groupe avait en fait surgi et c'était justement As-Salafiyya al-Madkhaliya. À leur tête, il y avait Rabi' al-Madkhali, Ubayd al-Jabiri et Falih al-Harbi. Mais alors, quelle était leur position? Eh bien, ce groupe s'était techniquement aligné avec le premier groupe, c'est-à-dire celui qui était en faveur de l'intervention américaine, mais ils ne se sont pas arrêtés là. Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils ont déclaré la guerre au deuxième groupe, celui des opposants, en les accablant, en les accusant de ne pas suivre les grands savants, de ne pas obéir au gouverneur. Et c'était parti en réfutation et mise en garde dans tous les sens. Même dans les sermons du vendredi, devant des fidèles pas toujours avertis, ce qui avait provoqué une grande fitna à l'époque et une discorde sans précédent. Et ce groupe avait réussi à transformer cette divergence possible, Sa'ir et Mu'tabar, à une animosité incroyable, tout en faisant attention au Cheikh al-Albani qu'ils n'ont pas mis en garde, bien qu'ils soient de l'autre côté. Donc les Madkhali, ils ont, comme on a dit, suivi l'avis du premier groupe. Et d'ailleurs, Rabi' al-Madkhali avait écrit tout un livre sur la question, mais ils ont innové cette troisième voie, celle du clash, des mises en garde. Et c'est de là que tout a commencé. Et ces chouyours vont devenir un peu plus tard, selon eux, des khawarij et des gens qui sèment la fitna et la division et la désobéissance au gouverneur. Et depuis là, la mouvance Madkhali s'aligne automatiquement avec tout gouverneur injuste, despote. Et ça, c'est tout nouveau dans la salafiyya. Et ils sont partis dans une psychose totale en se mettant face à tous les savants, prédicateurs et mouvements politiques qui s'opposent à leur vision d'une manière ou d'une autre. Et petit à petit, ils vont fonder un mouvement à part entière avec des usul, des fondements, une grille de lecture des textes et un ordre des priorités. Et avec l'aide de l'État saoudien qui a besoin de légitimer constamment ces injustices, ce courant va désormais se propager petit à petit en Arabie Saoudite avant de s'exporter dans le monde avec une stratégie bien établie. Rendez-vous au prochain épisode et à très bientôt, Inch'Allah.